Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Madame Denis. Donc, je suis Stécie Algrin, étudiante en Master 1 en politique environnementale à Sciences Po Paris et je suis également la fondatrice de Penser l'après, donc la série de webinaires qui invite les acteurs du changement mais également les experts dans votre salon. On se retrouve donc ce soir pour un 7e épisode de notre série dédiée au coronavirus. Le but de cette série, c'est vraiment d'imaginer, de penser, mais surtout d'anticiper ce que sera la situation après la crise sanitaire. Donc, un beau programme en perspective. Lundi, j'ai accueilli Quentin Perrier ainsi que Adrien Hainaut, qui font partie de l'Institute for Climate Economics. On a plutôt donc mentionné le rapport qu'ils ont coécrit. Le titre était Comment la transition écologique pourrait contribuer à la sortie de la crise. On a également mentionné donc les différents leviers qu'ils proposaient pour le plan de relance économique proposé par le gouvernement au sortir de la crise. Et aujourd'hui, on va donc traiter une thématique qui est très importante aujourd'hui et qui est de plus en plus présente dans la sphère publique et également dans les cursus scolaires, le droit de l'environnement. Donc, on va en parler avec vous, Marine Denis, puisque vous êtes avocate, mais surtout porte-parole de Notre Affaire à tous. C'est une association qui a été créée en 2015 et qui œuvre pour l'instauration de la justice climatique par les outils juridiques. Donc, c'est assez complet, mais on les a surtout connus grâce à l'affaire du siècle. C'est un premier recours, en gros, qui a été porté sur le climat à l'encontre du gouvernement français. Donc, le but, c'était vraiment de pousser l'État français à respecter les engagements sur le climat qu'ils avaient proposés. Aujourd'hui, donc, cette affaire, elle nous a un peu tous fait vibrer, je pense, toute ma génération. On a suivi ce qui se passait, les actions qui étaient menées. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que Notre Affaire à tous, c'est devenu un peu la référence en droit de l'environnement pour nous. Et je sais qu'en cours, on traite beaucoup des cas que vous avancez et les cas que vous traitez. Donc, c'est vraiment un honneur de vous recevoir ce soir. Et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Au niveau du déroulé de ce webinaire, on commencera toujours par les 45 minutes sur la base des questions que j'ai proposées. Puis pendant 30 minutes, ce sera les participants qui auront la parole avec l'onglet questions-réponses que vous avez juste en bas. Je vous invite dès maintenant à poser vos questions et à également voter pour celles que vous trouvez les plus pertinentes. On va donc commencer avec, je vous propose une petite présentation de Marine Denis et de son parcours. Voilà, je vous laisse la parole. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est une grande chance de pouvoir discuter, échanger ensemble sur cette belle thématique et le droit de l'environnement qui est particulièrement mise à l'épreuve en ce moment. Alors, juste une petite rectification. Donc, moi, je ne suis pas avocate, je suis doctorante en droit international public à l'Université Paris 13 et le HESS et je travaille sur la protection juridique des déplacés climatiques. En parallèle donc de ça, je suis juriste pour l'association Notre Affaire à tous, où je travaille sur les questions d'inégalité climatique et je suis assez investie dans les programmes de recherche-action. Donc, notamment aussi pour sensibiliser dans les établissements de l'enseignement supérieur à la question de l'interdisciplinarité, puisqu'on sait aujourd'hui que le changement climatique ne peut pas s'étudier et s'approprier dans une discipline seule. Donc, ça passe aussi par un lobby, en tout cas, ou en tout cas une présence dans les établissements de l'enseignement supérieur pour sensibiliser à cette nécessité intellectuelle et académique. Donc aujourd'hui, je vais parler davantage de droit de l'environnement, sachant que Notre Affaire à tous travaille sur les questions de changement climatique, comme vous l'avez très bien expliqué. Mais on a aussi tout un axe de plaidoyer qui se consacre à la question des communs, des réflexions sur les droits de la nature, comment aller plus loin aussi sur le préjudice écologique. Et donc, à ce titre, ça peut être intéressant de faire une connexion entre climat et environnement. Et puis surtout, en ce moment, ramener à ces thématiques très actuelles que sont les liens entre le droit de la santé, le droit de l'environnement et la question la judiciarisation du changement climatique. Alors justement, voilà, première question en termes de droit de l'environnement, notamment sur la protection des espèces et de leur habitat. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que voilà, il y a quelque chose déjà qui est mis en place? Est-ce qu'il y a eu des développements récemment? Alors, donc je vais lire en même temps mes notes. Donc, n'hésitez pas à me dire si c'est trop rapide au niveau du débit. Donc, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'acteurs internationaux, européens et domestiques, donc français dans le cas français, qui s'occupent de cette question-là. Donc, vous avez par exemple le GIEC de la biodiversité qui a remis un rapport très récemment en 2019. Donc, qui faisait état, donc c'est un rapport intergouvernemental d'évaluation mondiale sur la biodiversité qui faisait état qu'1 million d'espèces animales et végétales risquent de disparaître à brève échéance. Et donc, ce rapport très connu, qui est aussi un signe d'alerte qu'il faut prendre évidemment avec beaucoup d'intérêt, cible les causes de cette extinction accélérée
en considérant que ce sont les activités humaines qui sont à cette origine. Donc, destruction, fragmentation des habitats naturels, surexploitation des ressources, pêche intensive, pollution des écosystèmes. On connaît déjà très bien ces nombreux critères. Donc ça, c'est entre guillemets pour l'organe qui peut être assimilé au GIEC. Ensuite, vous avez un certain nombre de conventions dans le droit international qui sont relatives à la protection des espèces menacées et à la biodiversité de façon générale. Donc, vous avez, dans la suite de la Charte mondiale de la nature adoptée par l'ONU en 82, la Convention de Rio sur la diversité biologique, donc qui concerne et la faune et la flore et qui considère que et la faune et la flore sont des préoccupations mondiales, ou en tout cas des préoccupations de l'humanité. Parmi les autres conventions dont on peut parler, la Convention de Washington sur le commerce international des espèces menacées d'extinction, donc c'est la convention CITES, la Convention de Bonn de 1979 sur la conservation des espèces migratrices, et vous avez également d'autres conventions un peu plus spécifiques sur les phoques, la protection des phoques ou la protection des baleines. Au niveau européen, on peut parler de la Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et des milieux naturels de 79, un certain nombre de directives, donc la directive Oiseaux de 79, la directive Habitat, qui ont posé des règles et des principes de protection depuis 92. Et en France, l'acte majeur dont on peut parler, c'est la loi générale sur la biodiversité de 2016. Dans le Code de l'environnement, on trouve un certain nombre de dispositions qui sont relatives à la protection de la biodiversité et la protection des espèces protégées. Donc, on peut notamment parler de l'article 411-1 du Code de l'environnement qui prévoit un système de protection stricte des espèces de faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. Donc, très concrètement, il est interdit de détruire, capturer, transporter, perturber intentionnellement ou de commercialiser ces espèces qui sont référencées dans ces listes. Ces interdictions peuvent également concerner les habitats des espèces protégées pour lesquelles la réglementation peut prévoir des interdictions de destruction, de dégradation et d'altération. Donc, ces dispositions-là sont évidemment à prendre en compte pour tout type de projet industriel qui pourrait venir altérer en tout cas la protection de ces espèces-là. Et enfin, on peut parler de la loi pour la reconquête de la biodiversité et l'Agence française pour la biodiversité, donc qui proviennent d'une stratégie mondiale pour la biodiversité qui a commencé en 2011. Donc la France s'est dotée d'une stratégie nationale pour la biodiversité qu'on appelle la SNB, avec des stratégies, des schémas régionaux de cohérence écologique qu'on appelle RCRCE, on aime beaucoup les sigles en droit de l'environnement, qui fixent des orientations générales afin de mobiliser tous les acteurs du public et du privé. Et donc, la loi pour la reconquête de la biodiversité, la nature et les paysages du 8 août 2016, elle met en avant un certain nombre de principes de solidarité écologique, l'utilisation durable, la complémentarité entre l'environnement et l'agriculture, et elle reconnaît également le principe de non-régression. La loi, donc cette loi de 2016, elle fait écho, s'en déduit la création d'une agence nationale de la biodiversité, qui a fait fusionner, ce qui est évidemment l'objet aussi de controverses importantes dans le milieu associatif et dans le milieu institutionnel. Donc, l'Agence nationale de la biodiversité, elle a fait fusionner plusieurs organismes existants, tels que l'Office de l'eau, les parcs nationaux, l'Agence des aires marines protégées. Et en 2019, plus grande controverse encore, l'agence est devenue l'Office de la biodiversité en fusionnant avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ce qui a donné lieu, vous en doutez, à un certain nombre de critiques, puisqu'il paraît assez peu difficile de faire converser ou en tout cas de trouver un consensus entre chasseurs et protecteurs de l'environnement ou protecteurs des espèces animales. Donc, ça, c'est pour les grands ensembles institutionnels, ce qu'on trouve dans le droit de l'environnement. On trouve également dans le droit pénal de l'environnement donc cet objectif de zéro perte nette de biodiversité qui consacre donc une conception multimodale de la compensation écologique qui devient obligatoire en associant des acteurs publics, des acteurs privés, en prévoyant de nouveaux instruments tels que les unités de biodiversité et la fiducie environnementale. C'est un peu technique. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans notre droit. Sachant, comme vous le savez, que un certain nombre de conventions en droit international ont une valeur plus ou moins contraignante. C'est-à-dire qu'un État peut évidemment ne pas respecter une convention en droit international. Les pénalités qui s'ensuivent sont assez légères. Mais en tout cas, les États, et donc on observe la même chose que dans la dynamique de l'accord de Paris, les États sont aussi tenus de respecter les conventions qu'ils ont eux-mêmes signées, auxquelles ils se sont eux-mêmes engagés.
Voilà pour un bref panorama. Donc, droit international, droit européen, droit français. Et donc, dans le droit français, droit de l'environnement, droit public et droit pénal. On comprend donc que c'est assez compliqué voilà, de jongler avec toutes ces conventions, toutes ces réglementations et que de appliquer à la situation. Et là, justement, avec le coronavirus, on a une piste qui est soupçonnée, donc c'est le pangolin. Le pangolin, c'est une espèce qui est protégée. Normalement, le trafic, la commercialisation de cette espèce n'est pas autorisée. Et malgré ça, on a réalisé qu'en Chine, il y a toujours quand même un flux assez important de pangolins. Donc, ça vient. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut remettre en cause la responsabilité de la Chine dans ça? Est-ce qu'on peut l'accuser de ne pas avoir fait respecter les normes environnementales sur le trafic des espèces, ou est-ce qu'on n'a aucun recours là-dessus? Alors, pour ce cas-là, je vous invite vraiment, sincèrement, à lire l'excellent article qui a été publié par Sébastien Mabille il y a quelques jours dans le journal The Conversation, qui se consacre justement à cette question de la responsabilité de la Chine dans la destruction, enfin en tout cas dans la consommation, pardon, et donc la consommation du pangolin et donc le non-respect d'un certain nombre de conventions en droit international. Donc je vais reprendre des éléments de son article qui est, je trouve, excellent et je pense que c'est lui qui a la meilleure réponse là-dessus pour le moment. Donc il faut savoir que donc, les États parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de fleurs sauvages menacées d'extinction, donc c'est cette fameuse convention CITES, ont décidé en 2016 de transférer 8 espèces de pangolins de l'annexe 2 à l'annexe 1 de la Convention, en les transférant dans les espèces menacées d'extinction dont le commerce n'est autorisé que dans des conditions exceptionnelles. Depuis cette date, aucun commerce international de pangolins ne peut être autorisé sans permis d'importation et d'exportation délivré par des autorités spécifiques. Et donc là, je cite de nouveau les travaux de Sébastien. En Chine, l'article 27 de la loi du 8 novembre 1988 pour la protection de la faune interdit la vente, l'achat ou l'utilisation des produits de ces espèces protégées. Et l'article 151 du Code pénal chinois réprime leur trafic d'une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, pouvant aller jusqu'à la mort si les circonstances sont particulièrement graves. Donc, de fait, l'État chinois dispose d'un certain nombre d'outils, d'instruments juridiques, que ce soit dans son droit domestique ou en ayant aussi signé ces conventions en droit international, qui évidemment nous permet aussi de s'interroger aussi aujourd'hui sur pourquoi est-ce qu'il y a toujours une consommation de pangolins dans un certain nombre de marchés chinois. Donc on sait que le trafic de pangolins se fait essentiellement de pays africains et de pays d'Asie du Sud vers la Chine. Donc ça pose aussi évidemment des questions de corruption qui sont, quid aussi du trafic et de la corruption au niveau des douanes. Donc là, il y a un gros travail à faire. Et à ce titre, je me permets de mentionner aussi l'existence d'Interpol, parce qu'Interpol a un département qui est basé à Singapour depuis quelques années, qui travaille beaucoup sur la criminalité environnementale et l'extinction et qui essaie de traquer le braconnage d'espèces menacées. Donc ces espèces menacées peuvent être aussi bien des espèces animales, mais il y a aussi tout un travail qui est fait sur les espèces végétales, donc typiquement le bois de rose qui peut être trafiqué de Madagascar jusqu'en Chine ou dans d'autres pays d'Asie où c'est aperçu comme des biens avec d'une très grande préciosité, d'une très grande valeur. Autrement, donc un gros travail aussi de traque du braconnage des espèces menacées qui sont généralement consommées de façon alimentaire ou gardées comme gris-gris, comme objet ayant des vertus aussi thérapeutiques, aphrodisiaques, voilà. Donc Interpol a une vraie mission aussi. On peut s'interroger aujourd'hui sur les moyens qui sont mis à disposition d'Interpol, notamment dans la place que peut prendre Interpol aussi dans la réglementation douanière. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on donne suffisamment d'éléments, d'outils, de fonctionnaires, de moyens à Interpol pour qu'il puisse y avoir un plus gros tracking aussi du commerce imaginons en partance de Madagascar vers la Chine? Ça peut être un vrai sujet. Il faut aussi évidemment que ces dispositions-là, ces pouvoirs, ces prérogatives qui sont accordées à Interpol, elles soient dans un deuxième temps accompagnées et soutenues par l'État
lui-même. Donc, il faut aussi qu'il y ait un plus grand dialogue entre les autorités chinoises, sri-lankaises, malgaches et les fonctionnaires d'Interpol. Donc, ça demande aussi, évidemment, ça repose des questions de partage d'une certaine façon de la souveraineté ou de délégation de compétences, de délégation de pouvoir, qui sont toujours aujourd'hui mises en danger quand il s'agit de conférer une partie de sa compétence nationale à une institution internationale. Donc, je continue sur la question de la responsabilité de la Chine. Donc, Sébastien soulève une hypothèse qui est très intéressante et qui, je pense, est tout à fait appropriée. La conférence des parties pourrait s'adresser à la Chine et donc elle peut adresser à la Chine toute recommandation qu'elle juge appropriée. On sait que la Chine avait vraisemblablement anticipé ces critiques en renforçant sa législation sur les espèces sauvages. Et donc le 24 février 2020, par exemple, le comité permanent du Congrès national du peuple a totalement interdit le commerce et la consommation d'animaux sauvages, qu'ils soient ou non sur les listes d'espèces protégées. Donc c'est un bon signe, ou en tout cas on observe ici que la Chine a pris des mesures internes pour limiter cette consommation de pangolins. Maintenant, il faut savoir aussi si ces mesures vont être véritablement respectées dans tous les marchés chinois. Et là, de fait, on ne peut compter que sur le suivi très strict des autorités chinoises pour faire appliquer ces dispositions. Dans un autre, si on peut faire un parallèle, alors je ne sais pas, enfin, c'est pas forcément aussi adéquat en ce moment, puisqu'on voit que la Chine est elle-même revenue aussi sur ses ambitions en termes de pollution de l'air. Mais il y a toute une époque, ces dernières années, où on a observé que la Chine avait rehaussé ses ambitions de restriction des émissions des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution de l'air sur son territoire, avec des dispositions pénales extrêmement puissantes, extrêmement ambitieuses. Et on a noté ces dernières années en Chine une réglementation de la pollution de l'air qui pouvait aller jusqu'à des peines de prison, voire des peines de mort attribuées pour des personnalités, donc à la fois des chefs d'entreprise, mais aussi des personnes, des fonctionnaires qui n'auraient pas appliqué cette régulation-là. Donc la Chine est tout à fait capable, comme elle l'a fait pour la pollution de l'air, de mettre en place un arsenal juridique très strict avec un suivi local très strict aussi. Ce qui rend la chose peut-être plus complexe d'un point de vue très pratique, c'est que pour la pollution de l'air, il est facile de mettre des relevés, des compteurs dans les entreprises qui peuvent avoir une activité économique, industrielle qui conduit à un dégagement de pollution de l'air important. Pour les marchés, ça induirait d'avoir un tracking presque quotidien de fonctionnaires locaux qui iraient vérifier chaque jour, et dans les ports et dans les marchés, qu'il n'y ait pas de consommation de pangolins. Donc, on peut imaginer aussi la multiplicité du travail avec ce risque de corruption qui est toujours évidemment très important. Et je vous colle, si vous voulez, je vous copie-colle l'article de The Conversation dans le chat, qui est en accès libre, qui est vraiment très riche. Voilà. Génial, je le partagerai également sur la page du projet. Maintenant, justement, est-ce que des États pourraient carrément saisir la Cour de justice internationale sur ce cas, ou est-ce qu'on va s'en tenir à des mesures un peu amicales, où on va les prévenir en quelque sorte que ça ne peut plus durer et qu'il va falloir mettre en place des dispositions d'un point de vue légal, mais de leur plein gré? Est-ce qu'on ne va pas plutôt passer sur quelque chose de plus coercitif en quelque sorte? Alors là, c'est à la fois une question juridique, mais c'est surtout une question diplomatique. C'est-à-dire, oui, demander davantage de garanties à la Chine qu'elle n'importera plus et ne distribuera plus de pangolins sur son territoire, ça peut être effectivement une exigence formulée par les États. La question contraignante, d'un point de vue juridique, elle est assez faible en la matière. Donc, on a vu, les États peuvent adresser des questions à la Chine pendant le sommet de la IPBES ou pendant la COP sur cette question-là. Autrement, pour revenir sur la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, donc c'est un accord international entre États. Donc, par définition, elle a une forme contraignante, mais elle ne tient pas lieu de loi nationale. Donc, ça se pose davantage en cadre que chaque partie qui a signé cette convention se doit de respecter, et donc se doit aussi de prolonger cet effort international en le transposant dans une législation domestique. Mais encore une fois, on ne peut se baser là-dessus que sur la bonne foi et la bonne volonté des États. Donc, c'est l'éternel problème, évidemment, des conventions en droit international.
Toutefois, la théorie, l'hypothèse que formule Sébastien Mabille dans son article, que je reprends ici, c'est qu'un État pourrait saisir la Cour internationale de justice, donc la CIJ, pour dénoncer la violation par la Chine des dispositions de la Convention CITES. Ça, ce serait possible. Et ce moyen a déjà été invoqué par l'Australie à l'égard du Japon dans le contentieux relatif à la chasse à la baleine dans le Pacifique. Et là-dessus, je vous joins également un excellent article d'Agnès Michelot, qui travaille pour la Société française du droit de l'environnement, qui a travaillé justement sur cette question-là. Je le mets dans le chat également. Et donc, pour vous donner une idée sur ce contentieux sur la chasse à la baleine, donc ce qui était intéressant, c'est que la requête de l'Australie, elle posait frontalement la question du respect des obligations issues du droit international de l'environnement. Donc, selon l'Australie, le Japon violait et continue de violer les obligations internationales en poursuivant donc, sa chasse à la baleine. Et donc, parmi les moyens juridiques qui avaient été amenés par l'Australie en montrant que le Japon violait ces obligations-là, donc on trouvait donc des dispositions, les articles 2 et 3 de la Convention CITES, des dispositions de la Convention sur la diversité biologique et un certain nombre d'autres textes. Donc, ce sont des moyens que l'on peut invoquer, encore une fois. Par contre, il faut savoir que tout ça est très long, évidemment. Saisir la CIJ, déjà, quel État va vouloir saisir la CIJ sur cette question? Il y aura évidemment des répercussions politiques, diplomatiques et peut-être économiques très fortes. Et puis, il faut savoir que le temps de délai de procédure devant la CIJ est extrêmement long. Donc, est-ce qu'il vaut mieux passer par cette voie contentieuse, potentiellement contentieuse là, dans une échéance calendaire de 3, 4, 5 ans, ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas aller sur le champ du marchandage ou du chantage économique avec la Chine? Ça peut être aussi une autre solution. Mais en tout cas, à mon sens, la question coercitive, elle va se poser davantage par l'argument économique sur d'autres aspects. On sera, disons, peut-être sur une diplomatie économique plus coercitive que sur l'utilisation du droit à des fins coercitives. D'accord, je vous remercie, c'est beaucoup plus clair. Et justement, avec cette crise et tous les problèmes qui sont liés avec ce trafic des espèces, est-ce que vous pensez que ça va remettre un peu en lumière et permettre à cette cause de recevoir davantage de soutien, en tout cas sur la scène internationale? Oui, alors on peut espérer, en tout cas je le souhaite vraiment, vous savez, c'est toujours cet énorme fossé intellectuel entre la rationalité et l'espoir. Je pense effectivement ça peut être un sujet qui peut être amené davantage, euh, que ce soit par le biais par le moyen du plaidoyer, donc remettre au devant de la scène à l'agenda international et de la COP et de l'IPBES cette question-là, le remettre aussi peut-être par le voie de la réglementation, de la régulation. Ça peut aussi transiter de façon détournée par le fait d'accorder plus de moyens à Interpol. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure pour renforcer aussi la lutte contre la criminalité environnementale. Après, on reste aussi dans un champ qui est très politique et qui l'est de plus en plus. Vous voyez aujourd'hui la réponse de certains États à l'action internationale d'organes ou d'acteurs internationaux. Donc, Trump qui vient de couper ses financements à l'OMS, en réaction aussi à une position américaine, à la perception américaine d'un positionnement de l'OMS qui serait un peu trop China-friendly. De fait, on peut aussi se poser des questions, évidemment, sur la perpétuité ou la continuité de l'action de ces organisations internationales-là. Est-ce que des financements vont continuer à être attribués par les États à des acteurs comme Interpol, à des acteurs comme l'OMS? C'est un vrai sujet. Là, on va vraiment toucher aussi des questions de diplomatie très fortes. On voit que l'ONU est extrêmement affaiblie en ce moment. Alors, il est déjà depuis une dizaine d'années, mais en ce moment, ça explose. La crédibilité des organisations internationales est véritablement mise à mal. On assiste à une forme de repli étatique, souverain, qui se justifie aussi par le fait que les mesures sanitaires sont prises évidemment par l'appareil régalien. Donc, tout ça paraît extrêmement logique, mais ça peut avoir une incidence négative très forte sur le financement des organisations internationales et donc l'action aussi internationale. Et donc, d'une certaine façon, ça peut aussi mettre à mal une réglementation fondée sur la bonne foi des États de signer des conventions, de financer des projets. Et ça, malheureusement, il n'y a que le futur proche qui peut nous le montrer. Mais ce qui est certain, c'est que un certain nombre d'États, comme le Brésil, comme la Chine, comme la Russie, comme les États-Unis, n'envoient pas du tout de signaux positifs envers un renforcement de la coopération internationale ou même régionale.
Donc, ça aura nécessairement des impacts négatifs sur le financement des organisations internationales et sur la coopération. Après, ça peut peut-être dynamiser un agenda à l'échelle régionale. On peut imaginer que dans l'Union européenne, on va peut-être avoir de nouveau des discussions sur la protection de la biodiversité. Mais quand je vois ce qui se passe en ce moment avec le Green New Deal, j'ai tendance à être un peu sceptique. Justement, en parlant de conservation des espèces, récemment, il me semble que c'était hier, l'association One Voice qui a publié son enquête sur les blaireaux. Et ça m'a un peu fait rappeler le problème qu'on voit aujourd'hui. Voilà, c'est une espèce qui n'est pas encore protégée en France. Elle est dans d'autres pays. Et voilà, peut-être que cette mise un peu en parallèle des deux problématiques, peut-être que ça va débloquer des choses pour d'autres espèces également. En tout cas, je l'espère. Est-ce que vous avez peut-être un avis là-dessus, sur ce qui pourrait être fait dans le cadre des blaireaux, par exemple? Alors, dans le cas des blaireaux, je ne sais pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que je pense qu'on réalise aussi d'autant plus, alors dans nos sphères, encore une fois, parce qu'on est ici dans un milieu et je souhaite vraiment, sincèrement, que les gens qui nous regardent ne soient pas tous des militants écologistes convaincus. Mais il y a, je pense, une prise de conscience aussi sur notre vulnérabilité au regard de l'environnement au sens tel et notre place aussi dans cet écosystème-là. Il y a beaucoup d'images qui circulent en ce moment sur le pangolin prix Nobel de la paix, entre guillemets, parce que c'est aussi cette espèce animale-là qui fait réaliser la vulnérabilité de notre condition d'humain dans ce monde interconnecté. Donc peut-être qu'on peut aussi voir à l'avenir davantage de recours ou un plaidoyer grandissant pour demander à nos institutions et surtout à nos représentants politiques, donc nos députés, une plus grande protection d'un certain nombre d'espèces, mais ça se fera par deux biais. Donc ça se fera soit par le lobby citoyen, donc écrire à son député, utiliser la voix des ONG pour porter ce plaidoyer-là devant les députés, devant les sénateurs en demandant des conditions plus strictes d'application des dispositions, ou en tout cas un renforcement de ces dispositions, ou aller plus loin dans ces dispositions pour protéger davantage d'espèces ou renforcer la protection des espèces, et en parallèle aller sur la voie contentieuse. Typiquement, nous, c'est ce qu'on fait aussi avec Superlocal. Quand on travaille sur des projets inutiles et polluants, en considérant que leur impact est profondément négatif, que ce soit sur l'humain ou sur l'environnement, on inclut évidemment dedans aussi la question de la biodiversité. Mais aujourd'hui, je crois que c'est vraiment ces deux axes-là sur lesquels il va falloir aller. Alors, il y a des choses qu'il faut pousser au niveau européen, c'est évident, mais ça va se faire aussi, je pense, surtout, la fenêtre de tir, elle va se jouer aussi beaucoup au niveau national dans les prochains mois. Justement, on va mentionner maintenant une motion qui a été proposée par 40 organisations de l'UICN, donc c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et donc cette notion, elle demande en quelque sorte aux États de traiter aujourd'hui les crimes environnementaux comme des infractions graves. Donc ce serait essayer d'amener une possibilité d'avoir recours aujourd'hui à la justice sur des cas qui autrefois étaient un peu moins considérés par la justice et par les instances. Est-ce que vous pensez que ça peut aboutir ou est-ce que c'est une énième requête qui restera sans réponse? Alors, je ne sais pas si ça peut aboutir, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça nourrit aussi un plaidoyer sur une reconnaissance commune de l'importance aussi de cette criminalité environnementale-là. Il faut savoir que c'est un sujet dont on parle depuis plusieurs dizaines d'années, mais qui a été transposé en droit français très récemment avec le préjudice écologique de 2016. Dans les faits, la question du préjudice écologique, elle provient de la jurisprudence Erika, donc de 1999, mais elle n'est rentrée dans le Code civil qu'en 2016. Et donc, cette question de la criminalité environnementale aujourd'hui, elle est timidement, elle s'approprie timidement par le droit pénal de l'environnement, mais notre plus grand concept qu'on peut utiliser aujourd'hui, c'est celui du préjudice écologique. Après, il y a plusieurs autres choses qu'on peut développer. Je ne sais pas si cette mesure de l'IUCN, elle sera adoptée, mais il y a d'autres choses qu'il faut pousser. Juste avant le confinement, Nicole Belloubet a annoncé la mise en place de juridictions spécialisées pour travailler sur la question environnementale. On peut le voir de façon positive. On peut considérer qu'on va peut-être avoir maintenant des juges mieux formés, des fonctionnaires aussi de l'appareil d'État mieux formés sur la question environnementale, ce qui est une nécessité absolue. Le droit de l'environnement, c'est très technique, ça implique un certain nombre
de connaissances en biologie, parfois dans l'étude des sols. Enfin, donc, il faut aussi avoir cet outillage académique et interdisciplinaire que les juges n'ont pas actuellement parce que ce n'est pas prévu dans la formation. Et donc ça, vous pouvez avoir ce constat-là, il se fonctionne aussi pour l'École nationale d'administration et pour un certain nombre d'autres concours administratifs où on a aussi dépossédé ou en tout cas décorréler la question environnementale du reste de l'action publique, ce qui pose évidemment un énorme problème aujourd'hui, on s'en rend bien compte. Donc parmi les autres axes, je pense qu'ils peuvent être développés en parallèle de ces recommandations de l'IUCN qui sont évidemment très puissantes et qui doivent être portées. Si on fait un petit focus sur le cas français, il y a une vraie réforme en profondeur des services de police administrative qui doit être faite, notamment sur le rôle du préfet. On sait que ce qui cloche aujourd'hui, c'est en partie, pas que, mais en partie, c'est le rôle du préfet. C'est-à-dire qu'on demande à la fois au préfet d'être dans une position de valorisation de l'activité et de l'attractivité économique de son territoire, mais on lui demande en même temps d'être le garant de la protection de l'environnement. Or, on sait très bien que cette activité, le maintien de l'activité économique tel qu'on le définit aujourd'hui ou tel qu'on l'entend, il est très souvent contradictoire ou en confrontation ou en tension avec la question de la préservation de l'environnement. Et donc, c'est pour ça que vous avez aussi une quantité de contentieux qui se font entre des associations et des arrêtés préfectoraux. Et là, dernièrement, on peut parler d'un décret du 8 avril. Je vous redonnerai le titre exact du décret. Mais ce décret-là participe aussi, d'une certaine façon, au détricotage de l'environnement en ce qu'il permet, alors attendez, je retrouve, voilà, en ce qu'il permet au préfet de se dispenser de certaines procédures et qu'il assouplit aussi la réglementation sur un certain nombre de projets dans un but de simplification administrative. Et donc, parmi ces simplifications-là, on peut noter notamment le fait que la consultation des parties prenantes est peut-être diminuer. Donc, je vous redonnerai le titre exact du décret pour être plus juste. Mais en tout cas, il y a une vraie réflexion qui doit être menée aujourd'hui sur le rôle du préfet. C'est évident. On ne peut pas demander au préfet d'être à la fois l'acteur du dynamisme économique du territoire si ce dynamisme économique-là, il se fait au détriment de l'environnement. Et c'est là où on a une position extrêmement ambiguë, mais qui passe aussi par le fait qu'aujourd'hui, à l'ENA, la formation liée aux enjeux de l'environnement et du changement climatique est très faible. Voilà, donc il y a cet aspect-là et je voulais revenir aussi sur deux autres pistes de réflexion. Donc là, je m'inspire des plaidoyers donc de France Nature Environnement, de la LPO et aussi de Notre Affaire à tous. Donc on a la demande aussi dans le milieu associatif d'augmenter la pression et le contrôle de la sanction. Parce qu'effectivement, on ne va pas se mentir, hein, aujourd'hui, le préjudice écologique, il permet des sanctions financières, mais il faut que ces sanctions soient très lourdes. Autrement, vous aurez toujours la capacité, en tant qu'entreprise polluante, à vous passer de cette sanction-là et à reproduire des mêmes infractions. Donc, augmenter la pression, le contrôle de la sanction, peut-être aussi la création dans le code pénal de l'environnement d'un délit de mise en danger de l'environnement. Et puis, évidemment, le renforcement des moyens de la justice et le renforcement des moyens aussi de la police. Ça, c'est évidemment important. Et puis, je le dis, mais ça paraît aussi une évidence, le rôle des parties civiles, le rôle des associations, les associations défendent l'intérêt général. Et donc, il faut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, en France, une majeure partie des contentieux relatifs à la biodiversité sont portés par des associations, que ce soit France Nature Environnement, que ce soit la LPO, que ce soit ZEA. Et donc, plus on baisse aussi les subventions publiques aux associations, plus on diminue leur autonomie financière, plus on amoindrit leur capacité à agir. Et ça, il y a aussi un cercle assez vicieux qui se met en place depuis quelques années, puisqu'on diminue les subventions accordées aux associations. Et donc, de fait, on fonctionne avec des moyens évidemment réduits. Alors, on a la chance dans le monde associatif d'avoir des gens extrêmement convaincus, très militants, qui se battent aussi pour porter ces contentieux-là. Mais on ne peut pas espérer, on ne peut pas espérer un prolongement du contentieux en matière de biodiversité si on n'a plus d'associations. Et pour ça, les associations ont besoin de moyens. Je vous remercie. On a vu la situation actuelle, elle a un peu dérapé. On a des milliers de pays, des milliers de personnes qui sont aujourd'hui confinées. Est-ce qu'au niveau du droit européen et international, on a aujourd'hui des leviers qui permettraient d'éviter que ça se reproduise? Est-ce qu'on peut aujourd'hui en droit éviter que on ait à nouveau ce trafic d'espèces et que ça dérape à nouveau?
Alors, je ne sais pas si on peut éviter, disons qu'on peut se prémunir. Enfin, le droit n'a pas toujours pour objet d'éviter. Enfin, il y a toujours une part de risque et c'est aussi ce risque qui fait qu'on arrive à des transitions. Je reprends les propos de Bruno Latour que j'ai entendu il y a quelques jours en conférence qui était très juste. C'est aussi dans une situation de risque qu'on peut se permettre de basculer et qu'on peut finalement enclencher une forme de transition, de transformation ou de révolution. Donc, le but du droit, il n'est pas là pour geler tout ou en tout cas se prémunir de tout risque. Le droit n'a pas le contrôle sur tout et fort heureusement, d'une certaine façon, c'est ça aussi notre condition, notre maigre condition d'humain. Par contre, le droit peut anticiper et en tout cas se prémunir et protéger au maximum. Donc oui, il y a des choses qui doivent aller plus loin au niveau européen en ce qui concerne la protection des espèces, mais je pense qu'il faut élargir ça à un cadre beaucoup plus large. Ça passe aussi par un renforcement de la protection de la biodiversité au niveau européen. Ça passe aussi par une politique agricole qui est beaucoup plus sobre, qui est beaucoup plus mesurée, qui se passe aussi évidemment d'un certain nombre d'outils, d'intrants extrêmement polluants. Donc je parle du glyphosate, mais vous avez un autre terme. J'ai besoin de retrouver le terme parce que c'est un mot assez affreux. Nicotinoïdes, les pesticides, quelque chose comme ça. Enfin, évidemment qu'on doit aussi aller plus loin dans notre vision de l'agriculture aujourd'hui et de penser une PAC aussi plus juste, plus équitable, à échelle plus locale, parce que c'est ça aussi qui permet un plus grand équilibre de la biodiversité. Quand vous avez, alors je ne suis pas du tout experte agronome, donc je ne me permettrai jamais d'aller sur le terrain de ces personnes-là, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les liens entre protection de la biodiversité, agriculture raisonnée et donc aussi rééquilibre, entre guillemets, de notre positionnement, nous, en tant qu'humains dans le vivant, il est réalisé par des milliers de personnes dans l'Union européenne, que ces personnes-là soient dans le domaine de l'agriculture ou dans le domaine associatif. Donc, il faut évidemment aller plus loin. Merci. Néonicotinoïdes. Voilà, merci beaucoup. Donc, il faut aller plus loin dans ce domaine, c'est certain. Et c'est un tout, c'est-à-dire que ça passe pour la protection des espèces menacées, ça passe évidemment par un renforcement des dispositions européennes relatives à la biodiversité, relatives à l'habitat naturel des espèces, relatives aussi évidemment à la question de l'urbanisme, parce que tout ça est très lié, et donc aux projets aussi industriels qu'on tolère encore, qu'on soutient, qu'on subventionne. Ça passe aussi par un questionnement de nos mobilités. Donc tout ça est très corrélé, ce qui fait à la fois de ce chantier quelque chose de génial parce qu'il est global et en même temps de terrifiant parce qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. Et on le voit très bien avec la crise sanitaire aujourd'hui, on voit aussi très bien l'explosion de tribunes et l'explosion de prises de position qui s'interrogent sur le modèle économique, le modèle agricole, notre mobilité, le transport, la santé, tout ça est très corrélé parce que la bannière sur laquelle ce problème s'érige et s'est construit, c'est l'environnement au sens large. C'est notre écosystème. Et sur cette question du vivant que vous mentionnez, est-ce qu'on peut dire qu'on va vers un statut, en quelque sorte, pour les communs naturels mondiaux ou vers quoi on tend, en quelque sorte? Alors, je ne sais pas si on va vers un statut pour les communs naturels mondiaux. En tout cas, c'est une quête ou c'est un souhait pour un certain nombre d'associations, d'intellectuels, de parlementaires nationaux ou européens. Donc, pour faire peut-être une petite explication sur cette question des communs, donc les communs, la reconnaissance de communs naturels, ça procède avant tout d'un vocabulaire assez économique, dont on parle déjà, je crois, dans le rapport Meadows de 1972. Et donc, cette reconnaissance des communs, elle nécessite plusieurs paramètres: la délimitation de la zone, la définition de la ressource, qui détient cette ressource, l'institution des droits et des responsabilités, donc les mécanismes de contrôle et de sanction aussi. Donc, en droit international, la notion de patrimoine commun de l'humanité, on la trouve par exemple en 1970 dans la Déclaration des Nations Unies. Et donc, avec cette approche, c'est l'interdiction de toute appropriation nationale ou privée et la dévolution de tous les droits sur les ressources à l'humanité entière et leur utilisation à des fins pacifiques qui est posée. En France, on peut nommer par exemple l'article 714 du Code civil. Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Et donc, des lois de police règlent la manière d'en jouir. Alors, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui quand on parle des communs naturels? C'est l'attachement à la notion de bien.
On reconnaît des territoires, on reconnaît leurs ressources comme une appropriation et leur utilisation. Et donc l'aspect social, l'aspect collaboratif aussi de l'utilisation, de l'appropriation de cette ressource est complètement éludé. Donc parmi les obstacles, évidemment, on trouve des obstacles étatiques, donc avec une absence de gestion décentralisée et évidemment aussi le poids, le poids des industriels dans cette démarche. Donc, aller vers des communs naturels, oui, c'est une nécessité. Maintenant, par quel acteur ça doit passer? Est-ce que ça doit passer par la communauté internationale? Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ça pourrait être une solution, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est pertinent? Est-ce qu'on est dans un bon climat géopolitique aussi pour porter ces enjeux? C'est un débat ouvert. Ça peut être aussi porté à des échelons nationaux. Et puis, ça peut peut-être être porté aussi à des échelons très locaux, dans les écolieux notamment, ou dans des communautés qui pensent, construisent un rapport différent à la ressource. Et donc là-dessus, ce sont des débats qui se trouvent dans toutes les communautés qu'on dit alternatives, dans les écolieux qui font appel à la permaculture et au maraîchage aussi, qui s'ancrent complètement comme un dispositif, un atome de cet espace global qu'est l'écosystème, dans lequel la question des communs est véritablement au centre. Mais encore une fois, il y a des obstacles politiques à ce changement d'échelle. Et c'est ça aussi qui rend la question du changement de modèle très épineuse et, entre guillemets, très contradictoire avec les appareils d'État dans lesquels on fonctionne aujourd'hui. Et je reprends encore une fois les propos de Bruno Latour, parce que je les trouve très justes. La question écologique, elle est à la fois globale, mais elle est profondément locale. Et donc, tous ces échelons, ce maillage administratif, territorial qui construit notre État français depuis des centaines d'années, il est finalement très peu adapté. Regardez aujourd'hui la difficulté qu'on a à faire reconnaître l'existence d'une ZAD ou à faire reconnaître l'existence d'un écolieu. Donc, évidemment, ces espaces-là qui sont aussi des espaces de discussion sur la ressource, et j'ai même pas envie de dire la ressource parce qu'il y a une vision extrêmement managériale derrière, très utilitaire et donc très néolibérale, mais en tout cas, l'appropriation ou la coopération avec la nature, disons, elle est pensée dans certains espaces, mais qui n'ont pas voix au chapitre dans des positions, dans des processus de décision à plus grande échelle. Donc, c'est ça aussi qu'il va falloir discuter. Et ça passe encore une fois par un certain nombre d'actions, donc soit la démarche d'autonomie, demander aussi une autonomie ou prendre cette autonomie quand l'État et quand l'administration ne la donne pas, sinon essayer d'y participer. Et donc là-dessus, je trouve que la Convention citoyenne pour le climat a aussi produit des choses très intéressantes. Les Gilets citoyens ont produit aussi des espaces de réflexion intéressants. Et puis, on peut aussi citer tous les espaces un peu autogérés. L'autre grand défi, à mon sens, c'est la formation des fonctionnaires aujourd'hui sur cette question. Et sur cette question de la participation des citoyens et même de la jeunesse au débat et aux questions environnementales, pour un jeune qui aujourd'hui voudrait s'orienter vers le droit de l'environnement, est-ce que vous auriez des conseils? Est-ce qu'il y a des choses à savoir, des erreurs à éviter de reproduire? Est-ce que vous avez des conseils pour tous ces jeunes? Alors, je ne sais pas, moi, je n'ai pas une très grande expérience, j'ai 26 ans, donc je ne me sens pas la légitimité de donner des conseils. Je pense juste que si vous sentez en vous que c'est une conviction qui vous porte et que vous trouvez du sens et que vous avez envie de la matérialiser dans votre vie au quotidien, allez-y. Alors, je ne vais pas vous faire un portrait fantasmé du secteur associatif parce qu'il a aussi évidemment ses écueils, ses limites et parce que c'est aussi un secteur moins rémunérateur que d'autres domaines professionnels. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un secteur dans lequel on trouve du sens tous les jours de sa vie. C'est-à-dire qu'on est en coopération, en collaboration avec des acteurs très sincères, qui sont aussi, qui ont une expérience, une connaissance de leur terrain, de leur sujet qui est très riche et qui est très précieuse. Et je trouve que ça donne aussi envie de continuer à la fois de réfléchir, de déconstruire ces connaissances. Et ça nous mène aussi, et c'est ça, moi, je trouve
la beauté de la question environnementale et climatique aujourd'hui, c'est qu'elle est portée par de plus en plus d'acteurs, du secteur associatif au secteur des entreprises, au secteur public, et que donc ça amène aussi des espaces de discussion qui sont parfois conflictuels, qui sont parfois complexes, mais qui sont évidemment nécessaires. Et donc, je trouve qu'on sort aussi de ce décloisonnement. Et c'est ça qui est très beau. Nous, dans les différents projets qu'on porte dans notre affaire à tous, dans les contentieux, on travaille avec des universitaires, avec des avocats, avec des juristes qui eux-mêmes, parfois, ne font pas que ça de leur vie, donc qui ont parfois des doubles vies ou des doubles casquettes. Et c'est ça aussi, je trouve, le renouvellement intellectuel. Donc, c'est très stimulant, c'est humainement très riche. Et je trouve que politiquement et philosophiquement, ça nous ancre aussi, ça nous fait être vraiment acteurs de, de notre vie de tous les jours, quoi. Moi, je n'ai pas l'impression d'être passive et de regarder la vie passer devant moi sans avoir l'impression de pouvoir y changer quoi que ce soit. Alors, on perd beaucoup de batailles et c'est aussi une réalité, il faut en avoir conscience. Et le droit nécessite un temps long et un temps d'appropriation qui est complexe et qui est difficile. Et il ne faut pas fantasmer ce droit, enfin, cette discipline-là. Mais c'est une discipline évidemment très, très riche. Et il y a de très beaux projets à porter. Ça implique voilà, aussi une démarche intellectuelle, humaine très intéressante, je trouve. Et pour les personnes qui sont intéressées par les questions de droit de l'environnement, je vous invite à suivre justement Sébastien Mabille, qui est également professeur de droit de l'environnement à Sciences Po, qui est très investi et qui partage régulièrement des infos très pertinentes sur la question du droit environnemental. Et voilà, donc je vous invite à le suivre. Il est très actif sur Twitter notamment. Je vous propose de continuer avec les questions des participants cette fois-ci. Donc on va commencer avec une question d'Antoine Sèvres. La Convention citoyenne pour le climat et certains députés veulent inscrire le respect de l'environnement dans l'article 1er de la Constitution. D'un point de vue juridique, qu'est-ce que cela pourrait apporter ? Alors, c'est un débat qu'on a eu puisque cette question de l'article 1, elle procède d'un long plaidoyer qui est porté depuis à peu près 2018, donc date à laquelle Emmanuel Macron a annoncé vouloir réformer la Constitution. Alors, tout dépend de la formulation. C'est toujours pareil avec le droit, c'est-à-dire que chaque mot a une valeur et chaque verbe a évidemment une valeur aussi. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure la Convention citoyenne, enfin, quel est le verbe que la Convention citoyenne a choisi d'utiliser. Dans les derniers travaux préparatoires qu'on avait vus et la dernière version qui avait été votée par l'Assemblée nationale, je crois que c'était le 13 juillet 2019, non, 2018, pardon, c'était donc on était sur une disposition qui mettait au centre le verbe favoriser, donc favoriser la lutte contre le changement climatique ou favoriser l'environnement, je ne me souviens plus exactement des termes, mais ce terme-là, en tout cas favoriser, a une valeur très moindre. Il a les dispositions contraignantes que l'on pourrait tirer sont très faibles. Donc, tout dépend évidemment du verbe qui va être utilisé. Et puis après, c'est toujours pareil. Hein, donc, ce texte-là, il rentre dans la Constitution. Donc, vous pouvez ensuite l'utiliser par voie de QPC. Ça peut être une possibilité. Mais encore une fois, sur la Convention citoyenne pour le climat, on a encore beaucoup de doutes aussi sur l'issue politico-institutionnelle qui va être donnée. Donc, il faut être prudent. Oui, parce qu'on ne sait pas vraiment si les propositions qui ont été faites, elles vont servir de conseil ou si elles vont vraiment être appliquées par le président. Donc, il y a un peu voilà, et surtout par quelle voie est-ce qu'elles vont être adoptées par voie législative? Est-ce qu'elles vont être adoptées par voie référendaire? Donc, on a encore un certain nombre d'incertitudes. On passe maintenant à une question de Yann. Bonjour, peut-on en étant seulement État interdire des importations d'animaux sauvages, en particulier celles non couvertes par les conventions de type CITES, sans pour autant risquer d'enfreindre les règles du droit du commerce international, donc de l'OMC? Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Je suis pas. Alors, si vous voulez, je veux bien que vous m'écriviez votre mail dans le chat, si vous voulez qu'on en rediscute par mail. Mais là, comme ça, je peux pas. Enfin, je ne saurais pas vous répondre. Je préfère pas dire de bêtises. Alors, ensuite, on a une autre question. Où en est l'inclusion du terme d'écocide dans la loi?
C'est un sujet intéressant. Il en est pour le moment nulle part. Alors, il y a régulièrement des propositions de loi qui sont déposées par des députés, essentiellement des députés de l'opposition, pour mentionner ce terme-là dans le droit pénal de l'environnement. Une proposition de loi avait été déposée l'année dernière par un certain nombre de députés du Parti socialiste, qui a été rejetée, notamment parce que cette proposition était assez peu claire ou en tout cas mal rédigée. C'est un plaidoyer qui est régulièrement ramené sur le devant de la scène par des députés, que ce soit au niveau européen ou au niveau français. Je vous invite à ce titre à lire les travaux de Valérie Cabane, qui travaille beaucoup sur la question de l'écocide, comme Laurent Néré également, qui a aussi travaillé beaucoup dans ses travaux de thèse sur cette question-là. Pour le moment, en tout cas, ça n'a pas voix au chapitre dans le débat parlementaire. Après, il faut voir le fait aussi qu'on ait des juridictions, le lancement des juridictions spécialisées en droit de l'environnement, que souhaite Nicole Belloubet, ça va peut-être aussi familiariser les juges à la question de la criminalité environnementale, au préjudice écologique et donc peut-être aussi par capillarité avec cette question de l'écocide. Je vous remercie. Une question de Jean-Philippe. La Méditerranée est l'un des endroits les plus pollués et déstabilisé par l'activité humaine. Est-ce qu'une homogénéisation du droit est envisageable et sous quelle forme? Le droit peut-il amener une solution sur ce territoire commun mais supranational? Très belle question. Très belle question. Alors, je ne sais pas si le droit peut... Alors, le droit peut-être par... comment dire, à travers des accords, on pourrait imaginer un accord effectivement régional. Vous avez en droit, vous avez des accords bilatéraux, des accords régionaux. Ça existe, par exemple, beaucoup dans le champ du droit de la migration ou des droits humains. Donc, on pourrait imaginer un accord régional autour de la protection de l'environnement et la protection des eaux en Méditerranée. Je ne sais pas si ça... Peut-être que vous pourriez regarder dans les travaux de la commission de l'IUCN. C'est possible qu'un tel sujet ait déjà été apporté. Mais voilà, toujours, enfin, ça pourrait être une solution. La question, c'est qui amène ces accords, quels sont les pendants aussi de la sanction si ces accords ne sont pas respectés. Je pense que là, on entre aussi depuis ces dernières années, depuis surtout, j'ai l'impression, enfin c'est un sentiment, mais c'est très personnel, que depuis l'accord de Paris, on a une réflexion autour du droit qui n'est plus uniquement la création du droit, il faut changer le droit, il faut aller plus loin dans le droit. On commence aussi à voir un certain nombre de contentieux se développer par rapport au fait que les États ont signé des accords ou ont signé des conventions qu'ils ne respectent pas. Et donc, on arrête de se cacher aussi dans la création du droit, il faut... On arrête aussi de se cacher dans la prolifération du droit en disant construisons toujours plus de droits, faisons toujours plus d'accords. Il existe beaucoup de choses dans le droit, dans les dispositifs de droit existants aujourd'hui qui ne sont tout simplement pas appliqués par les États. Et donc là-dessus, je vous invite à lire évidemment les actualités sur les contentieux climatiques. Les contentieux climatiques sont très puissants dans le sens où ils sont profondément légalistes, c'est-à-dire qu'ils vont attaquer les États sur des engagements juridiques auxquels eux-mêmes ont décidé de se lier. Et donc, on peut peut-être observer aussi des contentieux à venir sur des dispositions du droit qui ne seraient pas respectées. Après, on peut tout à fait, évidemment, faire du plaidoyer et demander aux États d'aller plus loin par ces accords-là. La question, c'est les sanctions derrière et les sanctions financières, évidemment. Je vous remercie. Une question d'Henri. Madame Denis, comme vous avez une expérience allemande, qu'est-ce que vous pensez sur le couple franco-allemand dans ce domaine? Dans le domaine du droit de l'environnement, vous voulez dire? C'est ça? Oui, apparemment, donc il a mentionné HCR, SG, ENFA. Ça me parle pas, donc je ne sais pas. Alors, HCR, oui, ça me parle très bien. Alors, mais du coup, vous parlez de la coopération franco-allemande sur les réfugiés? Je ne sais pas du tout. Il n'y a pas plus de... Je crois qu'il me faut un peu plus de billes de réponse là. Excusez-moi. C'est... Bon, on verra si la personne pose la question avec plus de précision en tout cas. Maintenant, une question d'Ève. Accorder un statut de personnalité juridique à la nature, à un fleuve, une forêt, une espèce animale, est-ce une solution? Alors, ça fait partie effectivement des solutions ou en tout cas des démarches de plaidoyer qui sont portées par un certain nombre d'acteurs de la société civile. Donc, je vous invite là-dessus à lire le plaidoyer que
que l'on co-construit beaucoup avec Valérie Cabane sur la nécessité d'attribuer des droits à la nature. C'est un champ de réflexion qui procède initialement de réflexion philosophique aussi, en se disant que, en considérant que on ne peut pas considérer que l'humain est au centre de tout, et donc il peut avoir un rapport à la nature qui est uniquement un rapport managérial ou un rapport de ressources, un rapport très utilitariste. Et donc un rapport très capitalistique aussi derrière, évidemment. Et donc cette réflexion-là, elle se fait dans le champ du droit sur le fait de donner des droits à la nature aussi pour prévoir des droits et des devoirs à des entités naturelles, à des entités animales, végétales. Alors on est encore dans un champ en exploration, puisque en tout cas dans l'espace européen, il n'y a pas de disposition aujourd'hui dans le droit européen existant ou en droit domestique sur cette question-là, mais on observe un certain nombre de droits de la nature qui ont été reconnus à des entités, en tout cas des entités auxquelles on a reconnu des droits, des entités naturelles, donc en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Équateur, en Inde. Donc, qui sont aussi des mouvements qui témoignent aussi de volonté de renforcer la protection de ces entités-là, qui sont souvent d'ailleurs des entités sacrées. Hein. Donc, il y a, dans le cas de l'Inde, par exemple, le Gange, la Cour suprême a reconnu une personnalité juridique au Gange. Donc, le Gange, évidemment, fleuve symbolique, religieux, dont les vertus aussi sont culturellement extrêmement ancrées en Inde. En tout cas pour la majeure partie de la population constituée de personnes hindoues. Ce qui pose toujours un certain nombre de doutes, c'est la transposition concrète et juridique et institutionnelle et administrative de ces droits de la nature-là. Donc la question de la tutelle, la question du fait d'ester en justice, et puis après, dans un autre domaine aussi, la question du suivi de cette protection des droits de la nature. Et dans le cas du Gange, par exemple, un des espoirs des collectifs qui avaient porté cette requête, c'était aussi de voir s'arrêter un certain nombre d'activités industrielles polluantes. Donc, au niveau donc, je ne sais plus dans quel état, je crois que c'est l'Uttarakhand, vous avez un certain nombre d'industries de chimie qui déversent des quantités de polluants dans le Gange chaque année. Malheureusement, ces activités industrielles-là ne se sont pas arrêtées alors que le Gange disposait d'une personnalité juridique. Donc, il faut être aussi pragmatique sur la transposition pratique des droits de la nature dans une réalité économique et politique hostile à la protection de l'environnement. Disons qu'il ne faut pas fantasmer les droits de la nature comme étant la seule solution à la protection, ou en tout cas le seul outil de solution pour parfaire ou pour approfondir la protection de l'environnement. C'est mon avis. Je vous remercie. On va prendre une question de... Alors, Henri a un peu plus précisé sa question. Il parlait bien d'environnement sur le couple franco-allemand, en tout cas, notamment sur le glyphosate. Alors, je n'ai pas de position là-dessus parce que je connais très mal le positionnement de l'Allemagne. Alors, je le connais un tout petit peu sur la question nucléaire, mais très peu sur la question environnementale. Donc, je n'ai malheureusement pas d'avis sur cette question. Désolée. Je vous remercie. Une question d'Hélène. Quel est précisément le rôle et le pouvoir du congrès mondial de l'UICN qui devait avoir lieu en juin? Est-il similaire au COP ou est-ce qu'il est voué donc à avoir en quelque sorte un rôle un peu plus concret en tout cas que les COP? Alors pour ça, je vous invite vraiment à regarder sur le site du l'IUCN, tout est extrêmement détaillé. Donc l'idée, c'est l'IUCN mène un certain nombre de projets, dispose d'un certain nombre de commissions. Donc nous, on suit au sein de notre affaire à tous davantage la commission juridique. Vous avez aussi un certain nombre d'autres projets qui sont de projets concrets relatifs à la protection de la biodiversité, à l'aménagement du territoire, la protection des espèces. Mais ça, je vous invite vraiment à regarder sur le site directement. En tout cas, c'est à distinguer. Il faut distinguer IUCN de la COP, oui, évidemment. Et si vous voulez, la COP est beaucoup plus institutionnalisée puisque les acteurs, la COP se construit aussi sur des délégations étatiques qui viennent discuter, négocier un certain nombre de dispositions qui vont ensuite constituer un accord à la fin de la COP. Ce qui n'est pas le cas pour l'IUCN.
Je vous remercie. Une question de Yann. Quelle place doit être donnée à la soft law dans la protection de la biodiversité? Bonne question. Alors, en fait, pour être très honnête avec vous, je pense qu'il y a déjà une grande partie. Enfin, tout dépend de ce que vous appelez soft law, en fait. Est-ce que vous pourriez peut-être préciser un petit peu? Alors, il a mentionné par exemple les engagements pris par des entreprises de type Act for Nature. D'accord. Oui, alors, donc ces actes-là, ok, ces actes-là de soft law sont pertinents parce que d'une certaine façon, ils montrent aussi un positionnement progressif ou en tout cas progressiste d'entreprise. Donc, c'est plutôt un bon signal. Après, c'est toujours pareil. Enfin, moi, ça me fait penser, ce que vous dites, ça me fait penser aux ODD, par exemple. Donc, les objectifs de développement durable, dont on retrouve l'utilisation, l'emploi dans un certain nombre d'entreprises et d'organisations internationales. Alors oui, les ODD peuvent être vus comme une espèce de squelette sur lequel les entreprises vont s'appuyer pour rediriger ou reconstituer leurs activités. Ça pourrait être un espoir accordé, enfin en tout cas ça aurait pu être vu, enfin l'espoir attendu de l'utilisation des ODD. Bon, dans les faits, on est quand même loin de ça. Donc la soft law, elle est nécessaire, ok. Les engagements unilatéraux des entreprises à cet égard sont importants, mais il ne faut vraiment pas oublier le pendant de la réglementation et la sanction financière. C'est évident. Une question Au risque de retomber aussi dans du greenwashing classique, hein, ce qui arrive très souvent, ce qui malheureusement. arrive très souvent. Et entre guillemets, tout ça est très logique. Comment expliquer aujourd'hui qu'un acteur économique, alors évidemment que l'acteur économique va être de plus en plus sensible à son image, et là on le voit, le name and shame en tout cas a aussi probablement impacté un certain nombre d'entreprises et l'a obligé à revoir ses pratiques. La question des contentieux climatiques aussi, qui concernent des entreprises et des États, mais aussi des entreprises, puisqu'il y a un certain nombre de contentieux climatiques aujourd'hui qui engagent des citoyens, des associations contre généralement des entreprises pétrolières, des carbon majors. On a le sentiment, en tout cas, je pense aujourd'hui, qu'il faut aller dans le champ du contentieux pour faire progresser véritablement ou pour demander un changement plus profond et plus rapide et plus radical des entreprises qui ont un modèle d'activité polluant et destructeur. Donc la soft law, les engagements sont importants, mais si derrière vous n'avez pas un socle juridique de réglementation plus puissant avec des sanctions à l'appui et peut-être des sanctions pénales, ça, c'est très tiède, je pense. Il faut aller taper dans le portefeuille, comme toujours. Je pense que c'est un peu la réponse à beaucoup de problèmes aujourd'hui. En tout cas, ça va le devenir. Je pense qu'on a fait de la politique incitative pendant des années. Le fameux incentive de la RSE, on l'a entendu, on l'entend depuis 20 ans. Non, j'exagère, mais allez, depuis 10 ans au moins, bon, on commence à voir véritablement les limites, hein. Une question maintenant d'Elias. Au vu de l'existence du principe pollueur-payeur inscrit dans la loi et de la responsabilité des entreprises pétrolières au réchauffement climatique, ne pourrait-elle pas être sanctionnée par la loi pour les dégâts qu'a causé le changement climatique actuel de 1 degré? Alors là-dessus, je vous invite à voir, voir le travail de contentieux qu'on a mené justement avec Sébastien Mabille et son cabinet d'avocats et Paul Moujol et l'association Sherpa et le collectif des écomères. On a travaillé donc avec un certain nombre de collectivités territoriales l'année dernière qui ont lancé une procédure contentieuse contre Total pour ne pas avoir respecté ses obligations relatives à la loi sur le devoir de vigilance, qui est une loi de 2017. Donc pour rappel, cette loi-là, elle impose toute entreprise de plus de 400 salariés de produire annuellement un rapport, ce qu'on appelle un plan de vigilance. Et dans ce plan de vigilance, l'entreprise doit faire état des impacts de son activité sur les droits humains et sur les droits de l'environnement. Et donc, c'est ce plan-là que nos associations, nos collectifs ont attaqué en considérant qu'il était inadéquat avec la réalité de l'impact polluant des activités de Total. Et donc là-dessus, on a cette réflexion-là dans ce contentieux en disant qu'en fait, Total est responsable, je crois que c'est 0,2 des émissions de gaz à effet de serre. Je crois que c'est ça, mais c'est à vérifier. Et donc, puisque Total
produit ces émissions de gaz à effet de serre et que dans le même temps, Total a prévu de s'engager à poursuivre une trajectoire compatible avec l'objectif des 2 degrés ou des 1,5 degrés, en tout cas, il y a une contradiction latente entre leur modèle économique, la poursuite de leurs activités et le respect de cette trajectoire-là. Oui, il me semble avoir entendu qu'on pouvait prendre les engagements d'une entreprise comme moyen pour les attaquer en justice, pour dire vous étiez engagé, au final, vous ne les avez pas atteints, ces objectifs. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un décalage, comme vous le mentionnez? Voilà, donc il y a ça, et puis après, il y a le contenu du plan de vigilance aussi. On peut considérer que certains plans de vigilance ne sont pas suffisamment exacts sur les impacts, quant aux impacts de leurs activités sur l'environnement et les droits humains. Donc, c'est ça aussi qu'on peut exploiter. Merci. Question d'Agnès Coutel. Selon vous, pensée globale, agir local, la solution? Oui, je pense qu'il n'y a pas que ça, mais parce que le risque de refonctionner au local aussi, c'est de laisser des décisions et des directives. Enfin, je pense donc évidemment à l'échelon européen, donc de laisser aussi des gens prendre des décisions à ces niveaux-là qui pourraient avoir un impact très très néfaste et très négatif au local. C'est pour ça qu'on a besoin de tous les échelons. J'imagine que vous êtes tous très conscients et conscientes du lobby industriel, agrochimique qui a lieu à Bruxelles dans les couloirs du Parlement et de la Commission européenne. Donc, il faut aussi continuer à se battre sur ces niveaux-là. Mais c'est évident que repenser l'échelle locale est une vraie force. Déjà parce que on le voit aussi, et c'est un très bel exemple très concret. Alors même si certains arrêtés ont été cassés ont été en tout cas contestés par des préfectures, les arrêtés anti-glyphosate, les arrêtés municipaux anti-glyphosate qui sont sortis l'année dernière par un certain nombre de mairies ont montré aussi tous les pouvoirs du maire. Et là, on le voit aussi aujourd'hui en ce moment avec la crise sanitaire, la déclaration d'Édouard Philippe aussi de renforcer les pouvoirs des acteurs, de faiseurs de décisions au niveau local, au niveau territorial, c'est très fort. Donc, il faut aussi profiter de cette revalorisation des pouvoirs locaux. Je pense que c'est vraiment important. Et aussi parce qu'encore une fois, on ne connaît jamais aussi bien son territoire que quand on y vit. Et donc, faire remonter aussi ces problématiques locales-là, c'est fondamental. On ne peut pas laisser tout le national et tout l'européen contrôler. C'est des erreurs majeures qui ont été commises au nom aussi d'instances décorrélées du terrain et on en voit aujourd'hui tout l'effet négatif. Je vous remercie. Enfin, une question que je pose à la fin de chaque webinaire. Est-ce que vous auriez un podcast, une lecture ou même un film à nous recommander? Oui, alors pour ça, je reprends mon petit document. Alors en podcast, j'ai écouté un excellent podcast ces derniers jours qui est en 4 épisodes sur France Culture de Fabien Locher, avec Fabien Locher comme intervenant qui est historien au CNRS et à l'EHESS, qui s'appelle Nature et Capital. Et donc, dans ce podcast-là, il parle de son dernier ouvrage, donc Posséder la nature, environnement et propriété dans l'histoire. J'ai trouvé que c'était un podcast très intéressant aussi, puisqu'il amène aussi à redéconstruire ce rapport de la nature, cette opposition ou ce parallélisme entre nature et propriété. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, Fabien Locher sur France Culture. Et autrement, la dernière, j'en parle souvent, mais cette BD a été un vrai électrochoc pour moi. C'est la BD Les algues vertes, qui a été rédigée par Inès Léraud, qui est une ancienne journaliste de France Inter, je crois, et avec l'illustrateur Pierre Van Hove. Et donc, qui parle des différentes marées d'algues vertes en Bretagne, donc dans le Finistère et dans les Côtes d'Armor, qui est une BD très technique, mais du coup, donc, le format BD rend aussi toutes ces informations-là beaucoup plus accessibles. Et c'est particulièrement violent. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très violent. J'ai une très grosse prise de conscience aussi sur les corrélations, les conflits d'intérêts multiples interacteurs entre syndicats de la chambre agricole, propriétaires terriens et puis évidemment les relais municipaux du conseil régional aux grands couloirs de l'Élysée et de Matignon. Donc vraiment une excellente BD
moi, m'a mise très en colère, mais qui m'a fait aussi me rendre compte à quel point l'environnement est politique. Et je pense que je voudrais juste conclure là-dessus. L'environnement est profondément politique. C'est-à-dire que oui, il faut se battre sur le terrain juridique, c'est essentiel, mais il y a aussi une reprise en main de la question environnementale par le citoyen qui est essentielle. On est dépossédé aussi de notre environnement et de nos ressources. En tout cas, on s'est vu obligé de faire cette espèce de délégation de compétences à des entreprises privées, à des acteurs publics, pour ce qui concerne notre alimentation, notre énergie, notre rapport à la nature, à l'environnement. Et je pense qu'aujourd'hui, on en paye un prix vraiment amer et ce sera de pire en pire dans les années futures si on ne bouscule pas aussi cette appropriation de la nature. Je vous remercie pour ce mot de conclusion. Je pense qu'on a de quoi se motiver, en tout cas, à continuer à faire changer les choses, notamment la génération dont je fais partie. Voilà, c'est vraiment, il faut continuer de développer des projets, des initiatives, mais surtout voilà, de travailler ensemble pour faire avancer les choses, parce que je pense qu'on n'est jamais aussi fort que lorsqu'on est unis. Donc vraiment, je vous encourage tous à partager vos initiatives avec un maximum de personnes et à continuer ce que vous faites, notamment chez Notre Affaire à tous. Donc, je pense que ça va marquer la fin de ce 7e épisode. Je pense que voilà, on peut tous vous remercier d'être venus penser l'après-Covid-19 avec nous. On va se retrouver demain à 13h pour un autre épisode, cette fois-ci en compagnie de Laurence Tubiana, qui est la présidente de la Fondation européenne pour le climat. Elle a été un des acteurs clés dans l'accord de Paris, donc ça va vraiment être un webinaire très intéressant. Et puis à 18h, cette fois-ci, ce sera un webinaire en partenariat avec Sciences Po Environnement où on va accueillir Aurélie Trouvé, qui est la porte-parole d'Attaque, et également Julien Bayou, qui est secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts. Donc un beau programme pour la journée de demain. Donc je vous souhaite une bonne soirée et surtout n'oubliez pas de vous inscrire au prochain webinaire. Merci beaucoup.